Bienvenue dans l'émission Choose Social TV. C'est l'émission de Choose My Company qui met en lumière les personnes, les points de vue, les organisations qui ont décidé que l'individu était au cœur de leur projet. Et aujourd'hui, j'accueille Laurent Chouin, alors dont le titre est Free of Charge. Donc c'est de la rébellion. J'ai cherché votre Non. titre sur LinkedIn, je suis arrivé là-dessus. Il y a une très belle phrase de Colin Powell, qui est de feu Colin Powell, puisqu'il est décédé récemment, qui disait faut jamais laisser son ego s'approcher trop près de son statut, parce que le jour où le statut dégage, l'ego dégage avec. Donc, c'est pas la peine de mettre tout ce qu'on a dans un titre, on s'en fout. J'ai eu tellement de titres dans ma vie que ça n'a aucune espèce d'importance. Je n'ai jamais signé un seul email de ma vie avec un titre. Je mets Laurent, soit les gens ne me connaissent pas, donc le titre ne changera pas grand-chose, soit ils me connaissent, et ben ça leur suffira, quoi. Et ils apprennent à vous connaître encore mieux à travers cette absence de titre. Ou moi, j'apprends à les connaître Ouais. aussi, et voilà, mais c'est pas la peine de... Voilà. On peut faire des choses très sérieusement sans se prendre trop au sérieux, j'espère. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Donc, On a oui. préparé l'émission, évidemment, je voulais vous interroger classiquement sur l'hybride, sur le lien, sur la relation, etc. Mhm. Vous m'avez dit, ben, je vais prendre un sujet un peu tarte à la crème, celui que vous me proposez, Laurent, donc je l'ai bien pris, mais je vais le tourner d'une autre façon. Et donc, je voulais vous demander, l'hybride, ce mot-là, vous l'avez tourné de quelle façon ces derniers temps? Les plus mauvais clients que vous aurez sont des gens qui vont traiter de manière très conventionnelle des sujets originaux. Moi, j'ai pas d'idée originale. Simplement, j'essaie d'avoir un angle un peu différent sur des sujets conventionnels. La question du travail hybride, évidemment, post-pandémie, c'est devenu vraiment la tarte à la crème, le marronnier qu'on va trouver partout. Maintenant, si on regarde 2 minutes, est-ce qu'il y a un vrai enjeu à discuter pendant des heures carrées sur combien de jours par semaine des gens doivent être en télétravail ou pas? Nous, déjà, chez Mazar, on ne raisonne pas à la semaine, on raisonne plutôt au mois, et en laissant toute liberté aux managers d'organiser, parce que c'est au plus près du terrain qu'on peut organiser ça. Là, ça ne me semble pas être du tout la vraie grande rupture. La vraie rupture, elle est un peu différente. C'est que je pense que ce qu'on vient de vivre va accélérer un phénomène qui est un phénomène qu'on appelle le slashing. C'est-à-dire le fait que les gens vont se rendre compte que finalement la vraie liberté professionnelle, souvent, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Vous voyez, après des années où on a parlé du work-life balance, l'idée c'est pourquoi je donnerais 100% de ma vie, 200% de ma vie, 1000% de ma vie à une entreprise. Ça, c'est quelque chose qui devient très compliqué à accepter, à gérer. Donc il faut que nous-mêmes, nous ayons une modernité dans la manière d'aborder ces sujets, Alors, mais pas rester sur l'idée de juste savoir comment on organise le travail par l'hybride, quoi. du coup, on met son temps où, son énergie où, j'ose même plus dire le mot, mais du coup, Mm. son engagement où, Mhm. envers qui? Oui. Envers cette entreprise, comme vous me disiez en préparant cet employeur? Non, ça c'est une belle expression de Seth Godin, qui est un consultant américain, qui disait mon grand-père a connu une seule entreprise toute sa vie et un seul métier. Mon père a eu 7 métiers dans 7 entreprises différentes et moi j'en ai 7 en même temps. En fait, la notion du slashing, c'est la capacité, vous voyez, comme le slash, c'est-à-dire ce qui va séparer des choses qu'on fait en parallèle et non pas en séquentiel. Ça consiste à se dire qu'une vie, peut-être, il y a plus de place que pour faire une seule chose dans une vie. On l'a vu. Regardez le nombre de gens qui aujourd'hui, du fait des médias sociaux, sont devenus des influenceurs à côté d'être, par exemple, des gens qui peuvent peut-être travailler chez nous, des choses comme ça. Donc la multiplicité des vies devient possible, pas encore une norme, mais je pense qu'à un moment elle le deviendra. Donc, vous souhaitez même plus qu'il y ait d'exclusivité des collaborateurs de Mazar Ça pose une envers question. Mazar? Est-ce qu'il y Alors, a encore une fidélité possible, une multifidélité? le point de départ qu'on a eu, bon d'abord il y a une règle absolue, c'est que la meilleure façon de retenir les de talents, c'est de leur dire la porte est ouverte et ne rester que si vous le souhaitez. Et nous, chez Mazar, on a cette chance d'avoir des gens qui savent très très bien. D'abord, ils sont hyper employables. C'est des jeunes diplômés. Nous ne recrutons d'ailleurs, c'est la partie S de ESG qui est un peu souvent plutôt négligée. Nous, on ne recrute que des gens qui ont le choix, de toute façon, par définition. Donc, à nous d'être suffisamment bons pour que des gens qui ont le choix choisissent de rester chez nous. Et jamais on ira contre cette idée que c'est à nous de faire le boulot, de faire qu'ils aient envie de rester chez nous. Maintenant, nous avons un modèle qui est construit de sorte telle que la plupart des gens passent chez nous, passent quelques années chez Mazar, et puis après vont faire d'autres choses. Donc on a une double responsabilité sociale. La première, c'est de former des très bons professionnels du fait du métier qu'on fait.
hein. Nous, notre métier, c'est pas de servir des clients, c'est de sécuriser des places financières. C'est pas pareil. Le deuxième élément, c'est que ces gens-là, comme ils vont rester qu'un moment chez nous, après ils vont ils vont se disséminer, ils vont presque être en contagion dans vos futurs toutes les clients, industries c'est vos possibles. prochains partenaires. Je sais pas, peut-être même, c'est pas grave. D'accord. On s'en fout. C'est pas le sujet. Ce qu'il faut, c'est que même s'ils sont pas nos clients, même si il faut que Non, mais ça veut dire si c'est pas vos partenaires, c'est une mission sociale que d'envoyer dans la nature des gens Non. qui sont de grands professionnels qui sécuriseront les places financières françaises ou internationales. Pas tout à fait. C'est-à-dire que non, nous la mission, c'est en fait de se dire que dès l'instant où les gens viennent chez nous de passage pour une dizaine d'années maxi, qu'ensuite ils vont pas partir de chez nous pour aller à la concurrence, ils vont travailler chez des clients, ils vont travailler dans le monde industriel, économique, des services, et un peu dans tous les secteurs et toutes les industries. Par définition, comme on est leur premier employeur, si on les expose non seulement à une éthique du travail qui n'est pas la bonne, mais encore mieux une éthique managériale qui n'est pas la bonne, ils vont devenir toxiques partout, ils vont contaminer l'ensemble de l'industrie, l'ensemble de l'économie. Donc nous, notre responsabilité sociale, que ce soit derrière pour nous, pour d'autres, c'est de ne pas les exposer au départ à ce qui ne serait pas moderne, pas bien, pas éthique, pas dans le match. Donc c'est ça notre responsabilité sociale aussi. Et donc c'est super salariés qui partagent des valeurs avec vous parce que vous les avez bien formés en tant que primo-employeur, ces grands professionnels, ces super managers, vous avez même pas pour envie de les garder, vous leur dites c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de m'être fidèle, vous pouvez travailler même pour d'autres, non, mon sujet n'a jamais été la rétention, pour la raison que j'expliquais, qui est que nous n'avons pas vocation à ce que ces gens-là restent toute leur vie chez nous. Parce que, ça coûte pas mal d'argent et c'est de l'investissement de former toutes ces personnes, etc. Donc vous pourriez souhaiter de les garder un peu plus longtemps. Donc en plus de ça, nous on voit notre mission, on est prêt à mettre de l'argent, des moyens, etc. Parce que justement c'est une mission. Non, l'idée c'est que là c'est parce que vous raisonnez en modèle classique. C'est-à-dire vous dites, la rétention, il faudrait rester toute une vie, etc. Ça c'est les modèles des années 80-90. J'étais le DRH des caisses d'épargne, effectivement, ancienneté moyenne, 25 ans. Âge moyen 50 ans. Nous, on a un âge moyen de 28 à 30 ans à peu près, et des gens qui restent peu. Et donc, notre vocation, c'est pas la rétention, c'est l'employabilité, c'est faire qu'on ait des gens intelligents, et c'est très bien, on accepte qu'ils soient libres. La condition de ça, c'est que du coup, il faut continuer à recruter les meilleurs. Il ne faut surtout pas mettre le turnover en critère de performance extra-financier, alors. Ça, ou l'absence de turnover, vous voulez dire, la rétention. Oui, la rétention. Enfin, il ne faudrait pas en faire un critère important, parce qu'il y en a pas mal qui le mettent en avant. Alors certains, y compris parmi nos clients, le font, mais effectivement, on peut questionner l'intérêt de ça. C'est-à-dire que ça correspond à un modèle ancien qui correspondrait d'abord à un marché sur lequel il y aurait beaucoup de chômage, ce qui est de moins en moins le cas, où des gens peu employables nécessiteraient qu'on protège beaucoup leur emploi, quel que soit un niveau de performance, d'envie, etc. Ce monde-là n'est pas notre monde, n'est pas le monde de demain. Le monde de demain, les employeurs vont avoir du mal à avoir les gens qu'ils veulent. Alors, il y a un autre sujet que je voulais aborder, c'est celui qu'on avait discuté de la fidélité ou de l'attachement à une organisation. Oui. Vous entendre là-dessus, vous me disiez que c'était pas possible ou pas souhaitable à la limite d'être fidèle ou engagé envers une organisation, envers des personnes. Oui, pas forcément une organisation. Et du coup, la question que j'ai derrière, est-ce qu'on peut avoir, où est-ce qu'on va mettre ses racines, à quoi on va appartenir, est-ce qu'il n'y a pas de système de valeurs à l'intérieur d'une organisation, est-ce que le rôle de l'entreprise n'est pas, après avoir déconstruit cet attachement pendant les 20 ou 30 années qui viennent de s'écouler, de recréer finalement, ou d'essayer de recréer un lien entre l'organisation et ses collaborateurs. Le fameux sens. Pas forcément du sens, pardon de vous couper, mais au moins du lien. Le sens me paraît... Mais en quoi vous pensez qu'il n'y a pas de lien chez des gens qui, ne pour autant, ne décident pas qu'ils vont croire à la cause d'une personne morale, puisque c'est le cas de le dire, c'est d'ailleurs ambigu comme terme. Le sujet qui est le sujet majeur, c'est qu'il y a de fidélité qu'aux gens. Alors, pour autant, vous voyez, moi, je suis très attaché à Mazars. Pourquoi ? D'abord, j'ai choisi Mazars. C'était un choix que j'ai pu faire librement à un moment où j'avais d'autres options. J'y suis depuis 12 ans. Donc, je suis l'exemple typique qu'on peut choisir ça. Mais c'est absurde. Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi Mazars. Parce que j'ai fait mes entretiens. Alors d'abord, j'ai choisi une personne qui était le président de Mazars de l'époque. Et puis, il m'a fait rencontrer son équipe exécutive. Et je l'ai rencontré à 6 h du matin dans un hôtel à La Défense, un peu impersonnel. Et j'ai rencontré des gens exceptionnels, fantastiques, formidables. Voilà, je suis venu pour eux.
Mazars, pour moi, ça parlait pas. Jamais je voulais travailler dans l'audit. Pour moi, c'était un monde sombre, etc. Alors après, moi, je pense que on peut glamouriser des mondes pas glamour. Mais pour être tout à fait honnête, c'est les gens que j'ai choisis. Mais si eux partaient, Ils sont partis, la alors, plupart d'entre eux. lorsqu'ils sont partis, Ouais. vous êtes quand même restés. C'est-à-dire que Mazars, en tant qu'organisation, il lui est resté quand même au moins des valeurs qui vous plaisaient, qui vous laissaient attacher à ce monde-là, même si... Je comprends que vous essayez de me ramener, Laurent, à tout prix dans les valeurs d'une entreprise, etc., etc. Les valeurs d'une entreprise sont celles que les dirigeants du moment portent. Moi, mon job, comme DRH, comme patron de gestion des dirigeants, c'est de faire que, par exemple, les nouvelles générations continuent de porter une série des valeurs, non pas de l'entreprise, bien sûr, on l'habite comme ça, on l'habille comme ça même. Nous-mêmes, on est porteurs des RH de ça, mais il ne faut pas être dupe non plus. Ce qui est important, c'est que des personnes continuent d'incarner des bonnes valeurs incarnées par les personnes d'avant. C'est ça, nous on appelle ça le stewardship, c'est passer l'entreprise en meilleur état qu'on l'a reçu aux générations d'après. Mais c'est pas désincarné, ça n'existe pas ça. Moi j'ai vécu dans des organisations, on parlait des caisses d'épargne, qui, parce qu'un changement de patron et que par d'un seul coup, le patron qui est nommé ne vient pas de l'intérieur, mais il n'a plus aucune résonance avec ce que vous auriez appelé les valeurs, le machin, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que plein de gens partent ou qu'on choisit de rester ou pas. Donc, c'est pas une question, j'insiste, mon métier, c'est les relations humaines. J'ai choisi ce métier-là. Donc, c'est pas parce que je crois à des entreprises. Un formidable film est en train de sortir qui s'appelle Un autre monde de Stéphane Brisé, qui explique bien ça. Ne mettez pas vos œufs dans les systèmes. Les systèmes, ce n'est rien. Ce qui est important, c'est les gens. Et les films de Stéphane Brisé vous mettent toujours face à une chose très simple qui est de dire à quel moment individuellement on fait des choix. Eh bien, ce sont des choix individuels. Donc moi, je respecte beaucoup le fait que les dirigeants ont de l'éthique. Et chez Mazars, c'est le cas, les nouvelles générations ont réussi à incarner cette éthique qu'avaient les personnes avant elles. Mais c'est pas lié à une sorte d'inoculation Mazars, c'est un collectif, en fait, c'est une communauté de gens qui choisissent ensemble de porter des valeurs partagées. Ce n'est pas une sorte de chose désincarnée qui tomberait du ciel d'ailleurs et qui ne serait pas naturelle. Non, 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 il faut que ce soit incarné, vraiment. Et pour un jeune diplômé ou Oui. qui aujourd'hui, mon fils est un peu trop jeune encore, mais même, quel rapport à l'entreprise je dois lui présenter je dois lui dire, mais prépare-toi tout de suite à avoir 1, 2, 3, 4 employeurs pour ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier au cas où cette organisation Ouais. froide te dégagerait un jour. Non. Non, investis-toi dans un projet parce qu'il faut quand même planter un drapeau quelque part. Éparpille-toi, concentre-toi. Je suis peut-être un peu caricatural dans ce que je dis, mais pour quelqu'un qui n'a d'abord, pas forcément tout ce choix-là que vous... bon, d'abord, le premier point, l'éducation, c'est quelque chose de personnel, donc je vous donnerai aucun conseil là-dessus. J'ai eu 2 fils, voilà. La seule chose peut-être que j'aurais tendance à dire, c'est vous n'avez pas à leur donner une vision de l'entreprise. D'abord, laissez-les vivre. Premier point. Deuxièmement, si vous devez parler de quelque chose avec eux, c'est une éthique du travail, pas de l'entreprise. Projetez pas vos propres modèles, projetez pas vos propres angoisses, projetez pas vos propres envies déçues ou satisfaites. Encore une fois, ça n'a pas d'importance, l'entreprise, c'est pas le sujet. C'est pas la peine d'avoir des sortes d'idoles. Là, on est Götzendämmerung, hein, le crépuscule des idoles. Il faut avoir en tête que ce qui est important, c'est leur rapport au travail. Et 2, ne leur faites pas peur. Commencez pas à aller leur dire à l'entreprise qu'est-ce que c'est décevant, qu'est-ce que tu vas souffrir, qu'est-ce que tu vas en chier. Mais non, pas du tout. Parlez-leur du travail. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils ont envie de devenir? Pourquoi, dans ce cas-là, on peut utiliser l'entreprise, les associations, l'éducation, que sais-je, pour essayer de faire progresser aussi des envies personnelles. Ce qui est important, c'est qu'ils aient des envies personnelles, pas qu'ils se fassent dicter leurs envies par des gens externes. C'est pour ça que je vous dis, moi je ne suis pas un grand fan de cette idée que des sortes de personnes morales, c'est-à-dire désincarnées, viendraient vous dicter ce à quoi il faut croire. Je veux dire, c'est de l'idéologie, c'est de la religion de bas étage. Non, il faut avoir des convictions, il faut avoir du raisonnement, il faut avoir des choix, et c'est ça la responsabilité sociale. Vous voyez? Donc le job de l'entreprise, c'est de laisser cet espace-là, que les gens puissent se définir, puissent dire aussi, voilà, moi là-dedans, ouais, je trouve mon incarnation, j'ai envie de faire ça, j'ai l'espace pour le faire. Et c'est ce qu'on fait chez Mazars, dégager la liberté pour les gens, pour qu'ils puissent choisir ce qu'ils ont envie de faire. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à ma question. Mon plaisir.